Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui j'ai deux invités, donc j'ai Pierre Causeret et Jean-Luc Fouquet, pour parler d'un numéro de la revue du Comité de liaison enseignants et astronomes. Donc c'est le CLEA et c'est un numéro, je vais le montrer à l'écran, comme ça les auditeurs qui sont sur YouTube peuvent le voir, qui s'intitule Croyances et idées fausses en astronomie. Et voilà, on me l'a recommandé et je l'ai lu et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, je me suis dit qu'on allait présenter ça aux auditeurs. Bonjour. 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 Alors voilà, j'ai découvert ce numéro parce qu'un ami astronome amateur me l'a recommandé, mais en tant que sceptique, ça serait totalement passé en dessous de mon radar. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu d'abord, commençons par c'est quoi le CLEA? C'est une association qui existe depuis déjà pas mal d'années, puisque ça fait une cinquantaine d'années quasiment que cette association existe. Elle regroupe des enseignants et des astronomes. Et le but, c'était de développer l'astronomie dans l'enseignement, parce que l'astronomie, c'est un vaste sujet qui touche un petit peu à toutes les disciplines, donc on peut faire beaucoup d'interdisciplinaires avec, donc il y a plein d'applications intéressantes. On trouvait qu'il n'y en avait pas beaucoup dans l'enseignement, donc il y a un certain nombre d'enseignants et d'astronomes qui se sont regroupés, et puis maintenant qui éditent une revue qui s'appelle Les Cahiers Clairaut, qui paraît 4 fois par an. On fait une école d'été, on fait des stages dans les académies, donc elle est basée en France, mais on a aussi des adhérents, quelques-uns en Suisse, en Belgique, quelques adhérents à l'étranger, relativement peu. C'est quand même surtout basé sur l'ensemble de la France. Donc, c'est un numéro qui s'adresse à soit des enseignants, soit à des animateurs dans des clubs d'astronomie, on peut dire ça? C'est-à-dire, oui. Vas-y. Bon, moi, je suis aussi professeur retraité, mais parallèlement, j'ai travaillé au Muséum de La Rochelle. Je m'occupais du service éducatif, donc de la relation entre le musée et l'éducation nationale. Et avec les médiateurs scientifiques, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus souvent des élèves qui paraissaient rebelles, qui paraissaient avoir des certitudes sans doute trouvées dans les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, ce phénomène-là commençait à nous inquiéter déjà il y a 5-6 ans, quand ce sujet n'était pas encore trop dans la mode. Voilà. Et donc, on pensait faire ce petit livre pour les professeurs, mais aussi pour les médiateurs scientifiques dans les musées et pour les responsables d'associations des clubs. Ça répond déjà un peu à ma question, mais donc oui, c'est effectivement un sujet qui est très à la mode pour le moment ou d'actualité. Donc oui, peut-être élaborer un peu sur comment l'idée de faire un numéro spécial sur les croyances et les idées fausses vous est venue. Oui. Il y a un certain nombre d'idées fausses sur lesquelles on avait déjà un peu travaillé, sur les phases de la Lune, sur les saisons, les choses comme ça. Et petit à petit, donc, se sont rajoutés tout ce qui est fake news autour des Américains. Sont-ils allés sur la Lune? Quelle est la forme de la Terre? Des choses comme ça. Et donc, on était parti sur un numéro relativement petit au départ. Il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées et on s'est aperçu après qu'on pourrait en rajouter encore pas mal. Mais c'est Jean-Luc qui a eu l'idée de ce numéro, donc il va peut-être développer. Oui, il y a une autre partie, comme j'intervenais dans les écoles en tant que personne ressource pour les écoles pour l'astronomie. J'arrivais dans les écoles sans connaître les élèves pour être avec eux pendant 3 semaines, 4-5 semaines. Et je ne les connaissais pas du tout et j'avais pris l'habitude de beaucoup travailler avec les conceptions initiales des élèves, c'est-à-dire de les interroger avant de commencer sur des sujets qu'on allait traiter, comme les saisons ou le jour et la nuit, pourquoi les phases de la Lune, etc. Et puis, j'ai travaillé ce sujet avec beaucoup d'autres collègues et on avait pris l'habitude d'interroger les élèves sous forme de dessins explicatifs. J'en montre peut-être quelques-uns comme ça. Voilà.
Donc là, par exemple, un dessin pour expliquer les saisons fait par un élève de collège. Enfin, voilà, il y en a plein. Oui, bien sûr, les auditeurs peuvent les retrouver dans le livre, hein. C'est un des Oui, oui, tout chapitres. à fait. Et donc, je me suis aperçu que les mêmes erreurs de conception, on pouvait les retrouver à 10 ans, à 12 ans, à 20 ans, à 22 ans. On retrouvait, voilà. C'est le très grand nombre de dessins qui nous a permis de dégager quelques erreurs qui revenaient souvent. Et donc, ce côté-là aussi m'a poussé à travailler le sujet. Voilà. Oui, moi, c'est un monde qui m'est très étranger, le monde de l'astronomie amateur. Euh, mon fils, par exemple, à l'école, il a 9 ans pour l'instant, bah, il n'a pas du tout d'animation. Enfin, parfois, il a une association qui s'appelle Cap Science qui vient proposer des choses, mais ils n'ont jamais rien fait sur l'astronomie. Souvent, c'est des astronomes amateurs qui appartiennent à des associations qui vont animer des stages dans les écoles, ou bien il y a aussi des choses qui sont vraiment vues au programme par les enseignants de sciences. Il y a un petit peu d'astronomie dans les programmes, hein, pas énormément, dès l'école primaire. Hein, donc là, je parle en France, hein, je ne connais pas les programmes en Belgique, mais ils parlent un petit peu du système solaire, ils peuvent parler un peu des phases de la Lune, ils parlent du jour et de la nuit, principalement donc, en cours moyen, donc dans les 2 dernières années de l'école primaire. Mais c'est plus ou moins fait suivant les professeurs des écoles qui sont pas toujours très à l'aise sur le sujet et qui font des fois appel à des intervenants extérieurs. Bon, moi, j'interviens aussi régulièrement en école primaire, mais globalement, il y a quand même beaucoup d'écoles où la partie astronomie est quand même survolée. Oui. 90% des professeurs des écoles ont une formation plutôt littéraire et n'osent pas aborder les sujets scientifiques. Et ils n'aiment pas ne pas savoir répondre aux questions. Et donc, voilà, enfin, dans ma région, c'est important d'avoir des personnes ressources qui vont dans les écoles, qui montrent aux professeurs des écoles que ces sujets peuvent être traités facilement. Et les élèves aiment beaucoup parce qu'on propose de faire des petites expériences. Voilà. On peut faire de l'astronomie, bien sûr, dans la journée, jouer avec le soleil, avec les ombres, ou alors proposer des maquettes. C'est très variable, ou faire des rondes. Et donc, c'est un autre moyen de faire des sciences par l'expérience. Et, voilà, en obligeant les élèves à se poser des questions, à choisir. Et voilà, ça montre un peu ce que c'est que le raisonnement scientifique. Oui, parce que le livre ne présente pas juste comme ça enfin, voilà, quelle est la fausse croyance et puis juste l'information correcte. Au contraire, c'est chaque fois une séquence pédagogique qui explique une animation concrète qu'on peut faire avec des enfants ou des adolescents. C'est vraiment super. Moi, je trouve l'explication est chaque fois bien détaillée et parfois même pour la Terre plate, la croyance dans la Terre plate, il y a vraiment, c'est un gros chapitre hein, qui couvre beaucoup de choses. Mais avant de parler de la Terre plate, oui, comme j'étais sur la question du programme scolaire, et moi, justement, juste depuis le vécu de mon fils, j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup d'astronomie amateur, d'astronomie à l'école. Bah, au niveau des fausses croyances, il y a un passage sur les saisons. Et c'est vrai que récemment, j'avais été visiter un astronome, un observatoire astronomique en Belgique. J'en discutais avec l'animateur là-bas qui avait justement donné l'explication correcte à mon fils sur les saisons. Bah, ok, forcément, beaucoup de gens ont l'information incorrecte dans leur tête, qui est que ça serait lié à la distance du Soleil par rapport à la tête, ce qui n'est pas Oui. l'explication correcte. Mais si on l'a jamais appris l'explication correcte, finalement, c'est pas étonnant que les gens aient l'information incorrecte dans leur tête, non? Oui, surtout que beaucoup de personnes croient qu'on est plus près du Soleil en été et que c'est pour ça qu'il fait plus chaud. Et c'est une explication qui est tout à fait plausible, hein, c'est pas idiot du tout. Donc, le but, d'ailleurs, quand on a fait ce bouquin, quand on fait des animations, c'est pas d'aller dire voilà la vérité, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est plutôt justement d'amener des expériences et se poser des questions, savoir comment on peut répondre à la question.
Et par exemple, hein, sur la question des saisons, quand on cherche est-ce qu'on est plus près du soleil en été, alors on réfléchit comment on peut répondre à cette question. Est-ce qu'on pourrait mesurer la distance Terre-Soleil? Ce n'est pas évident. Donc la solution qu'on a adoptée, enfin une des solutions, c'est de se dire si on est plus près d'un objet, il devrait paraître plus gros. Donc il suffit d'avoir des images du soleil à différentes époques de l'année. Donc, moi, quand je vais dans les écoles primaires, par exemple, hein, des fois, ils travaillent sur une série de photos comme ça, je ne sais pas si on les voit bien, où il y a des photos du soleil à 4 époques de l'année, et puis ils regardent si le soleil est parfois plus gros et parfois plus petit. Donc, le but, c'est justement de ne pas donner la réponse, mais c'est de réfléchir comment on peut arriver à la réponse. Hein. Je n'en ai pas trop parlé d'ailleurs en présentant Cléa, mais on essaye toujours justement de ne pas faire d'astronomie sous forme encyclopédique. Hein. Le but n'est pas de dire, voilà, la Terre mesure tant de kilomètres de diamètre, Mars est à telle distance, etc. C'est plutôt de faire des activités, trouver des activités, des animations, des maquettes, des choses comme ça pour se poser des questions et pour chercher comment y répondre. Donc sur les saisons, sur les phases de la Lune, il y a plein de manières de faire, mais ça intéresse d'ailleurs beaucoup plus les enfants, hein, puis les adultes aussi, puis c'est beaucoup plus formateur que de donner une réponse toute faite, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que par exemple, pour la Terre plate, si on pourrait avoir l'approche un peu, ouais, c'est ça, on laisse tomber l'information, enfin, on dit, ouais, on se moque de l'information incorrecte, et, enfin, de la croyance des élèves, et, enfin, de la personne en face, peu importe son âge, et puis on lui dit, mais non, c'est stupide, mais l'approche développée ici, c'est vraiment donner, faire une série d'expériences pour attaquer le problème sous différents angles, et finalement aider la personne à se construire un savoir beaucoup plus, enfin, plus correct. Et évidemment, ça donne l'impression qu'avec ça, il y a une meilleure chose qu'après, la personne, comment dire, ait non seulement l'information correcte en tête, mais en plus qu'on comprenne d'où cette information correcte vient. Et enfin, elle sera beaucoup plus robuste. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on n'a pas commencé, on a commencé par le problème de la forme de la Terre, parce qu'on trouvait que c'était un sujet intéressant pour montrer un petit peu comment s'est faite la science, justement. Donc, il y a un gros chapitre là-dessus. Mais on n'a pas commencé par les platistes, parce que bon, c'est vrai qu'on peut se moquer des platistes, et quand on lit toutes leurs publications, il y a des choses assez surprenantes. Mais le but, c'est pas ça. C'est pas de dire les platistes racontent des conneries. C'est se dire, bon, ben, on se pose une question, quelle est la forme de la Terre? Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. On peut se dire comment est-ce que historiquement on a répondu à la question, parce que ça, c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a plus de 2000 ans, les Grecs savaient déjà que la Terre était ronde. Ils étaient même capables de calculer le diamètre de la Terre. Donc, on peut s'intéresser à l'histoire et puis on peut soi-même refaire des petites expériences en bord de mer. Enfin, il y a différentes manières de faire pour bien comprendre comment est-ce qu'on a compris que la Terre était ronde. Et il y a plein d'expériences qu'on peut refaire soi-même. Hein. C'est bien, enfin, c'est assez rare de pouvoir faire de l'histoire des sciences quand on enseigne la physique ou la chimie ou les mathématiques, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Et voilà, c'est important de pouvoir replacer dans le contexte certaines démonstrations et ne pas les délivrer avec un petit parachute pour uniquement travailler mathématiquement là-dessus. Ouais, j'avais aussi trouvé l'idée de faire un parcours historique. Moi aussi, si on comprend d'où ça vient, ça a beaucoup plus de sens. Mais Jean-Luc, tu disais tout à l'heure que voilà, dans les animations, etc., les professeurs, les animateurs étaient confrontés à ces croyances fausses et à ces idées fausses. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce que vous entendez le plus souvent et peut-être qu'est-ce qui vous inquiète le plus ou, enfin, ouais. Ah. Sur la Terre plate, apparemment, on n'est encore pas confronté de trop à ce sujet. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré des adeptes de la Terre plate. Il y a beaucoup d'erreurs qui circulent autour de l'astronomie. Cette histoire de Terre plate, c'est pas mal circonscrit pour l'instant aux États-Unis, apparemment, mais ça peut arriver en France. Hein. Il y a déjà quelques adeptes. On verra ce que l'avenir nous réserve. Sinon, sur les idées fausses, hein, autour des saisons et des phases de la Lune, ça c'est très courant. Hein. Le nombre de fois que l'on entend, par exemple, que les phases de la Lune sont dues à l'ombre de la Terre,
On l'a même vu écrit dans des bouquins, écrits soi-disant par des scientifiques. Moi, je l'ai entendu dans une émission pour enfants. Et c'est pour ça qu'avec des petites expériences, on peut voir qu'on n'arrive pas à reproduire des phases de la Lune en utilisant simplement l'ombre de la Terre. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre le phénomène. Je crois que dans le livre, graduellement, on part de situations sur lesquelles on peut proposer de faire des expériences, de petites expériences et apporter des réponses en pensant que avec quelques expériences, le professeur ou l'élève vont arriver à trier le vrai du faux. Et puis ensuite, il y a les questions complotistes sur la deuxième partie de l'ouvrage, où là, on espère seulement donner quelques arguments, un coin qui va peut-être ébranler une croyance qu'il est très difficile ensuite il est très difficile de faire changer d'avis, ces gens-là. Et bon, ce qui m'a ébranlé, moi, et c'est pour ça aussi que j'ai pensé à faire ce livre avec d'autres collègues, c'est au cours d'une conférence sur la Lune. J'habite dans un endroit où il y a un salon avec plein de gens qu'on voit souvent à la télé. Voilà, je me suis retrouvé avec une vingtaine de personnes que je croyais très éduquées et qui m'ont fortement attaqué sur l'idée que quelqu'un était allé sur la Lune et que j'étais bien bête de penser ça. Et j'ai passé un mauvais moment après ma conférence avec des gens qui semblaient tous penser que j'avais tort de croire à Apollo 11 et à toutes ces sornettes. Et je ne savais vraiment pas comment m'en sortir et comment répondre. Et je me suis dit que ça serait bien de réfléchir à la manière d'aborder le problème. Oui, c'est vrai que moi aussi, dans ma famille, enfin, les mythiques dîners de famille où on entend des croyances de toutes sortes, c'est vrai que, bon, évidemment, c'est jamais affirmé avec certitude comme ça, mais les gens vont émettre des doutes sur le fait qu'on est allé sur la Lune. C'est vrai qu'avec les documentaires qui sortent sur le sujet, enfin, les documentaires, les- des informations, mais les films qui sortent sur le sujet, c'est quelque chose, je ne suis pas étonné que c'est quelque chose qu'on entende, effectivement. Il y a une autre croyance qu'on entend très souvent, c'est à propos des influences de la Lune, en particulier sur les naissances et la Lune. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, et pourtant, il y a eu des dizaines, des centaines ou des milliers de statistiques montrant qu'il n'y a pas plus de naissances en pleine Lune, et c'est quelque chose qui se répète. On l'entend couramment, ça aussi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Moi, je l'avais déjà fait avec des élèves, par exemple. On avait repris toutes les dates de naissance des élèves du collège et on avait cherché quand est-ce qu'il y avait davantage de naissances. Et puis on s'était aperçu, moi, c'était réparti un petit peu de manière aléatoire. Avec 400 élèves, ce n'est pas énorme, mais enfin, on voyait qu'il n'y avait pas plus de naissances en pleine lune. Puis une fois, il y a une personne qui m'a dit oui, mais on sait que maintenant, avec les accouchements provoqués, ça ne marche pas, mais de toute façon, moi, je vois bien avec mes vaches, ça marche, etc. Donc, j'ai refait une étude avec les 400 vaches de mon beau-père qui était agriculteur, et on ne trouve pas non plus plus de naissances à certaines périodes de la lunaison. Donc, ce qui est intéressant, justement, quand on fait ce genre de démarche, c'est plus intéressant de faire l'expérience, de faire les statistiques, d'aller se renseigner, plutôt que de donner directement le résultat. Parce que ça montre finalement ce qu'est une étude scientifique. On se pose une question, on cherche comment on peut trouver la réponse, et puis on se donne les moyens d'y arriver. Donc, c'est pour ça que nous, on est enseignants, moi, en retraite aussi, mais quand on travaille avec des jeunes, plutôt que d'aller contre les idées fausses, d'ailleurs leur dire oui, toutes les fake news, c'est des conneries, il ne faut pas regarder ce qu'il y a sur Internet, sur tel ou tel site. Je crois que c'est plus intéressant d'apprendre à réfléchir. Et je crois que c'est plus utile justement pour
contrer les idées qui traînent des fois sur certains sites où on peut lire n'importe quoi. Je voulais rajouter une autre anecdote. Moi, je continue à aller dans les écoles parce que bon, je suis toujours correspondant du muséum, donc j'ai un passe-droit pour entrer dans les écoles et éventuellement proposer des expériences. J'ai été frappé, il y a des schémas dans les livres scolaires qui aboutissent nécessairement, presque indubitablement, à des erreurs de conception. Et donc, ça ne m'étonne pas que certains professeurs des écoles donc soient amenés à prononcer des erreurs. Je pense par exemple à la présentation de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Le schéma qui revient le plus souvent dans presque tous les livres, c'est une trajectoire en perspective, donc une ellipse vue en perspective. Et je me suis aperçu que la plupart des élèves et beaucoup d'enseignants pensaient que cette ligne, cet ovale en perspective, en fait, était dans le plan du livre, dans le plan de la feuille, avec donc une Terre qui est parfois proche du Soleil et parfois loin. Donc, ce schéma induit dans 70% des cas une erreur de conception. Voilà. Et il y a comme ça dans les ouvrages scolaires des schémas qui indubitablement conduisent à une erreur. Présenter par exemple les phases de la Lune avec une Terre, une Lune, un Soleil et mettre sur le même schéma le point de vue de la Terre et le point de vue de l'espace, ça conduit inévitablement, dans le 3/4 des cas, à une erreur de conception. Voilà. Donc c'est intéressant aussi de travailler sur ces sujets-là et de proposer quelques petites expériences pour expliciter ces schémas-là. Ouais, j'ai trouvé ça super, enfin, il est extrêmement fascinant ce passage-là dans le livre, parce que ça montre la difficulté de faire des ouvrages qui vulgarisent ces questions. Et c'est vrai que quand, voilà, je suis encore par hasard, il y a 3 mois, je suis allé faire un week-end d'astronomie avec mon fils, et c'est vrai qu'une fois qu'on a une maquette avec un projecteur, etc., en 3 dimensions, c'est beaucoup plus facile de se représenter les choses. Mais quand on doit dessiner, enfin, le dessinateur qui doit représenter sur une feuille de papier les mêmes choses, effectivement, c'est vrai que ça pose des problèmes qui sont finalement... Enfin, en lisant ça, je me suis dit, oui, c'est vrai que ça induit des erreurs de compréhension, mais en même temps, c'est difficile de contourner pour le dessinateur qui doit représenter ça sur la page. La lecture d'images, pardon. Vas-y, vas-y. Moi, la lecture d'images, c'est aussi quelque chose d'important. On a mis un chapitre aussi sur le sujet. Et c'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, on voit énormément d'images, hein, que ce soit par la télé, par Internet, etc. Dans ces images, il y a des images qui sont, on peut dire, des vraies images. Il y en a d'autres qui sont des images de synthèse, d'autres qui sont un mélange des deux. Et justement, avoir une lecture critique d'images, c'est aussi un réflexe intéressant et important. Parce que sinon, on peut faire passer n'importe quoi avec une image, quoi. Donc, rendre les élèves aussi critiques, enfin les jeunes critiques vis-à-vis de la lecture d'images, c'est aussi une chose qu'on a essayé de faire. Oui, c'est vrai que dans ce chapitre-là, tout simplement expliciter, enfin, faire prendre conscience aux élèves qu'il y a des vues d'artistes, que tout ne sont pas des photos, Oui. c'est déjà quelque chose. Ça paraît, enfin, je sais pas, évidemment, pour moi, ça me paraît tout évident, mais oui, des enfants, ils ne s'en rendent pas compte, ils croient que tout sont des photos, surtout que avec les en 3D, maintenant, tout est tellement beau, ça a l'air de photos pour eux. Mais pas que les Photos d'une enfants. Hein, nouvelle planète extrasolaire, c'est très beau à voir dans les journaux. Moi, j'ai déjà vu, oui, des commentaires de journalistes présentant des images de synthèse comme si c'était des vraies images, alors que c'était des vues d'artistes. Et c'est pas forcément évident de le savoir. Enfin, quand c'est pas dit au départ, c'est pas évident de le deviner. C'est clair. Oui, juste pour préciser, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Évidemment, vous n'êtes pas les 2 seuls auteurs du livre, vous êtes les éditeurs scientifiques. Il y avait une vingtaine de contributeurs, je pense, vous avez réparti ça à pas mal de collaborateurs dans l'équipe.
Aussi, je dirais que pour les sceptiques, moi en tant que sceptique, évidemment, la fin du livre, comme Jean-Luc le précisait après, vous couvrez les choses comme les théories de la conspiration, etc. C'est des choses plus connues dans la communauté sceptique. Évidemment, moi, c'est la première partie vraiment consacrée à l'astronomie qui m'a vraiment intéressé parce que ça, c'était. Enfin, je pense même pas que j'ai déjà vu un livre sceptique qui abordait ça. Enfin, pour moi, c'est un peu une première de voir ça. C'est vraiment un livre consacré à ce sujet-là, donc c'était vraiment sympa. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez... En tout cas, ce qu'il faut que vous disiez, c'est aussi où on peut se procurer le volume et puis faire de la pub pour votre association. Où existez-vous sur Internet? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Ben, on a un site, hein, c'est là-dessus d'ailleurs que vous trouverez aussi notre hors-série là, sur croyances et défauts en astronomie, parce qu'il n'est pas vendu en librairie. Hein. Donc notre site, c'est clea-astro.eu. Donc Clea, C-L-E-A, astro.eu. Et vous allez sur le site de vente, il y a une partie aussi plus ou moins encyclopédie astronomique, où vous trouverez plein de renseignements sur l'astronomie, sur des activités à faire avec les élèves en particulier. Et puis, il y a un site de vente où vous trouverez notre revue et puis tous nos hors-séries, hein, puisqu'il y en a d'autres sur les constellations, sur l'astronomie à l'école, par exemple. Super, évidemment, je mettrai les liens aussi en dessous de la vidéo YouTube et en dessous du podcast, sur le site du podcast. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On va prendre congé des auditeurs. En tout cas, encore merci Pierre et Jean-Luc. Au revoir. Ben, merci. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir.